You just got pwned, 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 pwned. Got pwned, pwned. Blah, 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 blah. You just got owned. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Retour en arrière. Aujourd'hui, on va parler BD et un peu jeux vidéo aussi, puisque l'on va revenir sur le titre d'infogramme North and South, sorti en 1989 sur micro et console. Si je vous dis que l'on va parler BD, c'est que le jeu est tiré de la bande dessinée belge Les Tuniques Bleues, que l'on doit à Louis Salverius pour le dessin et Raoul Cauvin pour le scénario. Cette bande dessinée met en scène le sergent Chesterfield et le caporal Blotch durant la guerre de sécession. Alors dites-moi, mon cher prisonnier sudiste, C'est commencé, hein? j'ai l'impression que pour vous, la guerre de sécession a cessé, c'est sûr. Ils font leur premier pas dans le magazine Spirou en 1968 sous forme de courtes histoires, avant de passer aux albums contenant des histoires plus longues. Lambil reprendra les dessins à la mort de Salverius en 1972, et la série comprend 68 albums au moment où j'écris mon texte, car la série est toujours en cours. Mais revenons-en aux jeux vidéo. Comme vous le savez, Bruno Bonnell, le PDG d'Infogrames de l'époque, est un grand amateur de BD, ce qui conduira la firme à produire pas mal de jeux mettant en scène des héros de ce support. On ne va pas juger ces jeux car on le sait, il y a du bon et du moins bon dans toutes ces adaptations de BD. Et aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur North and South. C'est nul! C'est nul! Oui, monsieur Sherman, tout est nul. Car oui, ce jeu va prendre un parti assez intéressant. Alors que les autres héros sont souvent mis en avant dans un jeu de plateforme, les Tuniques Bleues vont être utilisés dans un jeu de stratégie-action. C'est Stéphane Baudet qui va chapeauter une équipe assez importante pour l'époque, pas loin de 10 personnes. Vous commencez à le comprendre, si aujourd'hui il faut beaucoup de monde pour faire un jeu, avant un groupe très restreint arrivait à gérer un jeu complet. Après, on est d'accord qu'un jeu actuel demande beaucoup de compétences différentes et que cela n'a plus rien à voir. Mais cela n'empêche pas ces jeux rétro d'être des pépites. Mais je m'égare. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Je vous ai dit qu'on était sur de la stratégie-action car le contexte de la guerre de sécession se prête très bien à cela. On a deux camps, les nordistes et les sudistes, qui cherchent à reprendre l'ensemble des territoires à l'ennemi. Avant de commencer, on choisit de jouer seul contre la machine ou à deux joueurs. On définit également le niveau de l'adversaire et les malus présents sur la partie. On peut également choisir l'année de début de partie, ce qui a son importance. Avec le début du conflit, on commence avec une situation égale entre les deux camps, mais suivant l'année choisie, le rapport de force ne sera pas le même. Autrement, dans le genre rigolo, on peut cliquer sur les fesses du photographe pour le faire réagir. Ça sert à rien, mais c'est marrant. Il est content. Il a fait ça de l'acte de nerf, il est content. Le côté stratégique se présente ainsi. On a la carte des États-Unis de l'époque avec 20 États, et le jeu se déroule au tour par tour durant lequel on déplace nos troupes. Une voie ferrée relie les 5 forts présents sur la carte. Nous allons voir l'importance de ces forts. Au début, vous allez surtout chercher à prendre des territoires et à relier au moins 2 forts entre eux. Une fois que ce sera fait, un train circulera entre eux pour récupérer des fonds que l'on amassera dans un coffre. Et une fois plein, on obtiendra une unité militaire en plus. Bien sûr, plus on aura d'États de notre côté, plus la somme récoltée est importante. Au bout d'un moment, les États seront dans un camp ou dans l'autre. Et si reprendre un État sur lequel il n'y a rien de particulier se fait sans problème, ce ne sera pas toujours le cas. Si jamais un fort est présent, il faudra reprendre ce dernier à l'ennemi, ce qui passera par une séquence d'action où il faudra atteindre le drapeau du fort avant la fin du timer. L'ennemi cherchera alors à vous envoyer des hommes pour ralentir votre progression. Vous pourrez vous défendre avec des couteaux limités ou à coups de poing, mais le temps file et parfois il vaut mieux éviter le combat si possible. Souvenez-vous du train. Si par malheur il passe sur un territoire ennemi avec une unité militaire, ce dernier, et l'argent qu'il transporte, pourra être détourné dans une séquence similaire à celle du fort. Cette fois, vous devez atteindre le conducteur du train, mais surtout ne tombez pas, car si le train file, ce sera foutu. Tirez-vous, on est foutus! En revanche, si le train est détourné, son contenu filera dans le coffre du vainqueur de la séquence. L'autre grosse phase, c'est le combat entre deux unités ennemies. Car si vous voulez avoir la possibilité de conquérir un territoire protégé, cela passera par cette phase.
Une unité contient un canon, 3 cavaliers et 6 artilleurs, et vous pouvez fusionner des unités sur la carte pour augmenter les effectifs. Ensuite, on doit liquider l'armée adverse pour gagner en tirant parfois parti du décor à notre avantage. Mais attention, notre unité survivante gardera les séquelles du combat, et s'il ne reste qu'un artilleur après une première bataille, il sera toujours tout seul au prochain combat. Si nous autres, les sudistes, on avait été plus nombreux, hein, eh bien vous autres, les nordistes, vous auriez bel et bien pris la pantée, vous savez. Je vous ai parlé de malus durant la partie, mais il y a aussi une chose positive. On a l'état de Caroline du Nord qui permet au camp qui le dirige d'avoir une nouvelle unité régulièrement tous les 4 tours. Côté malus par contre, on a de quoi faire. Le nuage annulera le déplacement de l'unité qui se retrouve sous la tempête. Le petit Mexicain se réveille parfois pour détruire l'unité se trouvant sur le Texas. Et l'Indien pourra faire de même sur les unités situées dans l'Oklahoma. Et ce petit mélange de stratégie et d'action fonctionne à merveille. Même si les phases du train et du fort sont assez compliquées, le jeu reste accessible et drôle. Je sais ce que je déteste. Et ça, je ne déteste pas. En plus, le fait de pouvoir jouer à deux donne des parties délirantes. Et je me souviens qu'on s'amusait beaucoup entre amis à l'époque. Vous voyez à l'écran les versions 16 bits qui sont les plus belles bien sûr, mais le jeu sortira aussi sur l'ensemble des micros 8 bits de l'époque. Et j'avais mentionné aussi une sortie console qui sera unique puisque seule la NES aura droit à un portage à ma connaissance. En tout cas, le jeu fera plutôt l'unanimité côté presse et joueurs, prouvant que les jeux issus de BD d'infogrammes ne sont pas toujours des ratages. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Ce jeu est, à ma connaissance, la seule adaptation des Tuniques Bleues en jeu vidéo, mais on pourra dire qu'il aura marqué son époque. Un remake sera proposé sous bannière Microids, mais je trouve que sans être loupé, cela ne vaut pas l'original. Surtout à cause des séquences 3D, pas toujours très claires. Je ne vais pas vous dire que c'était mieux avant, mais je vous invite à voir ceci dans le live que j'avais fait sur le sujet. Ce sera plus parlant. Le temps file et l'émission est déjà terminée. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau retour en arrière et d'ici là, jouez bien.